Donc, notre soirée sur les zones humides et la biodiversité, c'est un thème qui est fortement d'actualité et on peut se demander ce qu'en dit la Bible. Eh bien, il faut savoir que si on recherche zone humide ou biodiversité dans la Bible, on ne trouvera que peu de choses, un peu comme écologie et tout cela. Voilà. Et pourtant, que de débats. Je me souviens bien de ces débats souvent clivants sur la Bible entre création, évolution. Et en particulier, quand dans les années 80, j'enseignais les sciences naturelles et que mes élèves, n'ignorant pas mon engagement dans la foi, me demandaient: «Mais comment pouvez-vous être chrétien et enseigner l'évolution?» Eh oui. Bon, j'avais été étudiant au GBU, j'étais enseignant engagé dans les clubs bibliques et je m'étais intéressé aux divers essais de conciliation, de logique sur création selon la Bible, etc., connaissances scientifiques. Et je me rappelle que certains pasteurs nous disaient: «Mais pas de panique, un jour, c'est comme 1000 ans, donc les périodes géologiques, c'est rien du tout». Et puis un peu plus tard, on nous a dit: «Mais le déluge explique tout, avec cette grande inondation, il y a eu énormément d'érosion, des animaux qui sont morts, ça a fait des épaisseurs énormes de sédiments, pas besoin de penser à des millions d'années» et cetera. Ouais, et chaque fois, voilà, il fallait remettre un peu ses connaissances, en route, plus d'une façon un peu plus modeste et peut-être encore plus actuelle. Il y a eu l'analogie entre les périodes géologiques et les 2 fois 3 jours de la création. 3 jours pour séparer les choses, lumière, obscurité, l'eau, le sec et cetera, et puis 3 jours pour peupler les étoiles, voilà, ça faisait un peu plus, voilà, évolution. Ouais. Mais j'ai fini par me dire que tout ça, ça servait pas à grand chose. Parce que s'il faut tout le temps réactualiser voilà, sa conscience, spirituelle et sa conscience scientifique, alors que la science n'arrête pas de changer par définition, ça servait pas à grand chose. Et puis, il y avait aussi d'autres bonnes raisons ici. C'est que la Bible, elle est une parole, et une parole qui est porteuse d'un message et non pas d'un message scientifique. Par contre, il est important que ce message soit accessible à chacun, quelle que soit son époque et sa culture. Et pour revenir à l'exemple avec mes élèves, je leur ai dit: «Mais on a vu en science que l'homme, il est formé, vous êtes formé d'atomes, de carbone, d'hydrogène, d'oxygène, et cetera. Imaginez que la Bible, écrite au temps de Moïse, ait mis tout cela. Il y a du carbone, de l'oxygène et tout. Ça aurait été incompréhensible pour les gens de cette époque-là et ça aurait été un obstacle à leur foi. Alors que la Bible dit simplement: l'homme est créé de poussière. Et qu'est-ce qu'on a étudié, nous? Que le temps de Moïse, on appelle ça poussière, que maintenant on appelle ça carbone, hydrogène. Peu importe. Ce qui est important, c'est que le message soit accessible à chacun, quelle que soit son époque. Et regardez, même maintenant, on dit même qu'on est de la poussière d'étoiles. On pourrait dire que la Genèse, elle était en avance sur Hubert Reeves. Bon, enfin bref, c'est une plaisanterie. Revenons à nos zones humides et notre biodiversité. Que dit la Bible? C'est quand même le sujet de ce soir. Peu de choses. Et pourtant, de la Genèse à l'Apocalypse, combien de fois il est parlé de ce sujet qui nous intéresse ce soir, zones humides et biodiversité. Parce que pour des zones humides, pour de la biodiversité, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de l'eau et du sec. Là, vous avez une photo de Nouvelle-Calédonie, comme par hasard, hein. Il faut de l'abondance de vie. Alors, j'ai pris mes concordances, papier, Internet, et je cherchais ce que toute la Bible pouvait dire sur l'eau, le sec
l'abondance de vie. Je n'ai plus besoin de beaucoup parler maintenant, nous connaissons ces versets. Genèse 1. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dès le premier jour, dès à même la création, il est question de l'eau dans la Genèse. Qu'il y ait une étendue entre les eaux qui sépare les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, les eaux qui sont au-dessous, les eaux qui sont au-dessus. Second jour. Et Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent. Ça a été l'amas des eaux, la mer. Et Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe. Là encore, comme pour la poussière tout à l'heure, la poussière de la terre, je me dis en pensant à ceux qui se posent des questions sur création, évolution, est-ce que Dieu a créé lui-même chaque espèce d'herbe portant semences, les arbres, etc. Ou est-ce qu'il a donné en quelque sorte cette capacité à la terre de produire cela? J'en sais rien. Mais en tout cas, la Bible ouvre un petit peu de réflexion à ce sujet. Et pour revenir à l'eau, à ce verset 20, Dieu dit que les eaux produisent en abondance les animaux vivants. Littéralement, en hébreu, il faudrait traduire que les eaux grouillent de grouillement. Là encore, est-ce que ce sont les eaux qui ont produit? Est-ce que c'est Dieu qui a créé chaque espèce? Peu importe. On voit que là, il y a une abondance de vie. Et même le verset suivant, Dieu créa les grands poissons, tous les êtres vivants qui se meuvent, donc Dieu a bien créé, et que les eaux produisent en abondance sur leur espèce. Tout cela m'interpelle. Et Genèse chapitre 2, on continue. Bien sûr, l'Éternel planta un jardin d'Éden, Dieu fit pousser du sol des arbres, et une attention particulière sur ce verset 10. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. De l'eau, un grouillement d'êtres vivants, un fleuve, 4 bras pour arroser le tout. N'est-ce pas là une description, mais exceptionnelle, d'une zone humide, riche en biodiversité? Dernière tentative. Je me suis posé la question de savoir si la Bible mentionnait les marais. Quand on a passé un certain temps dans la vallée des Baux et dans les marais de Lidon, il est normal et naturel que cette question surgisse. Eh ben, je n'ai trouvé qu'une seule mention. Vous en trouverez peut-être d'autres, mais moi, je n'en ai trouvé qu'une seule. C'est dans le livre de Job, lorsque l'ami de Job vient le réconforter. Il paraît que c'est un peu maladroit, mais ce n'est pas le sujet ce soir. Bildad, cet ami, dit à Job, interroge ceux des générations passées, sois attentif à l'expérience de leur père, car nous sommes d'hier et nous ne savons rien. Ils t'instruiront, ils te parleront, ils tireront de leur cœur ces sentences. Et là, le jonc croît-il sans marée? Le roseau croît-il sans humidité? Et encore vert et sans qu'on le coupe, il sèche plus vite que toutes les herbes. Oui, même si cette photo elle est faite pas loin de marais de Lilon, euh, le marais sont mentionnés aussi dans la Bible. Croissance, besoin d'eau, humidité, risque de sécheresse. Que ces mots inspirent maintenant notre méditation et qu'ils nous aident à faire croître en nous ce qui a été semé en nous et peut-être aussi ce que nous essayons de semer autour de nous. Je vous invite à lire les versets qui vont apparaître maintenant, un peu dans le silence, comme une méditation. Nous connaissons bien ces versets. Heureux l'homme
qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Jérémie dit à peu près la même chose. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux. Son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse. Il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Heureux l'homme, béni soit l'homme. On dira tout ça, c'est bien beau, mais quand nous traversons une période aride où la sécheresse nous assombrit, nous décourage, nous ne savons plus que faire ni comment entraîner nos concitoyens dans ce qui nous tient à cœur, ou nous-mêmes, nous sommes peut-être découragés. Que faire? Là encore, venons à la parole. Dans la parole du semeur, il écrit que d'autres grains tombèrent sur de la pierre. À peine eut-il germé que les petits plants séchèrent parce que le sol n'était pas assez humide. Père, arrose-nous de ton eau afin que nous ne soyons pas un sol dur qui manque d'humidité. Apporte à tous ceux que nous côtoyons cette fraîcheur et cette humidité afin que les petits plants qui germent en eux ne sèchent pas. Je tends les mains vers toi. Je me sens devant toi comme une terre aride. J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Vous tous qui avez soif, venez. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent pas sans avoir arrosé, que ta parole ne retourne pas sans nous avoir arrosé, abreuvé, ni arrosé et abreuvé ceux auprès de qui nous témoignons. Donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, car l'agneau qui est au milieu du trône les conduira aux sources des eaux de la vie. Viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Merci Seigneur pour tes paroles, pour tout ce que cela peut nous apporter, que ta parole nourrisse notre vie, notre esprit et notre cœur. Pour terminer, je vais mettre l'écran de ce beau cantique que nous prendrons comme une prière. J'ai soif
de ta présence. Et vous entendez? Oui, on entend. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Les ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablés par le nombre. Que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Voilà, nous arrêtons là ce temps de méditation et nous remettons, Seigneur, nous te remettons la suite de cette rencontre. Nous prions pour chacun et chacune de ceux qui sont, voilà, autour de leur écran, ceux qui n'ont pu être là. Et nous te demandons aussi de bénir ce que chacun, chacune des ambassadeurs, des ambassadrices, nous essayons de faire pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, Jean-Pierre, de nous avoir conduits dans cette méditation de la parole de Dieu. Vraiment une belle façon de démarrer notre soirée ensemble. Et nous sommes vraiment ravis d'avoir Timothée Schwartz ce soir. Euh, c'est pas du tout la première fois qu'il est intervenu pour un webinaire, mais je pense que il a des nouvelles choses à nous dire ce soir, spécifiquement sur ce thème des zones humides. Et la plupart d'entre vous savent déjà que Timothée est directeur scientifique à Rocha France et qu'il est basé dans la vallée des Baux, euh, à laquelle Jean-Pierre a plusieurs fois fait référence déjà. Euh, Timothée est docteur en écologie et il est spécialisé dans la dynamique des populations animales, mais depuis de nombreuses années, il travaille particulièrement dans une zone humide qui est la vallée des Baux, ou des zones humides. Donc, Timothée, on te passe la parole pour nous en dire plus. Merci Rachel. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, c'est bon? Oui. Bon, parfait. Bonsoir à toutes et à tous et je suis très content d'être avec vous ce soir. Très content de voir qu'on est quand même nombreux à avoir choisi de passer la soirée plutôt dans les marais qu'avec Halloween. Donc, merci à toutes et à tous. Et donc, effectivement, comme l'a dit Rachel, j'ai un profil scientifique. Par contre, même si j'ai un diplôme de l'école du génie rural des eaux et des forêts, le nombre d'heures que j'ai passé à étudier l'eau, c'est à peu près se compte sur les doigts de ma main. Donc, je suis pas expert en soi en sciences des zones humides, mais j'ai une bonne pratique des zones humides puisque ça fait 15 ans que je travaille dans les marais des Baux. Et ben, par exemple, mardi dernier, j'ai passé une bonne partie de la journée avec des bottes dans la boue, dans les marais. Donc, je vais vous parler un peu de façon générale de cette expérience enfin, des zones humides, à partir de mes connaissances et de ce que j'ai pu aussi rassembler pour vous synthétiser ces connaissances, et aussi de mon expérience, de l'expérience d'Arocha, et de ce lien donc entre justement les zones humides, la biodiversité et notre responsabilité à toutes et à tous à leur sujet. On va commencer par faire un petit tour du monde de ces belles zones humides.
Et on va commencer par celle-ci. Il y a un petit drapeau qui vous indique où ça se trouve. Est-ce que quelqu'un a une idée? Si jamais vous pouvez réfléchir, mais le mettre dans le chat. Mais en fait, je vais quand même vous donner la réponse rapidement. C'est la plus grande zone humide du monde, se situe au Brésil, et c'est le Pantanal. C'est assez étrange parce qu'on entend souvent dire que le Pantanal brûle, mais à la base, c'est une zone humide de 21 millions d'hectares qui est inondée temporairement sur une très très grande surface. Voilà. Donc, on peut voir une image impressionnante de cette zone humide extraordinaire. La plus grande zone humide d'Europe, elle se situe en Roumanie et c'est le delta du Danube qui fait environ 500 000 hectares. Voilà, on voit donc ces méandres du Danube qui nous rappellent peut-être une image aussi du fleuve qui parcourait le jardin d'Éden. Voilà. Alors, continue dans les plus grandes zones humides par continent. Celle-là, c'est la plus grande zone humide répertoriée en Afrique, qui a un nom un petit peu particulier. C'est Tumba Ngiri Maindombe. Se situe en République démocratique du Congo. En fait, c'est sur le bassin du fleuve Congo et c'est une zone humide de 6,5 millions d'hectares. Donc, assez gigantesque également. Alors, on change de continent, on retourne en Amérique, mais cette fois l'Amérique du Nord. Et ça, c'est une zone humide que vous connaissez sans doute. C'est les Everglades, en Floride, hein. C'est 2 millions d'hectares de marais. Voilà, très, très remarquable, très connu également. Beaucoup moins connue, sans doute l'une des plus grandes ou la plus grande zone humide d'Asie, s'appelle Erguna. Ça se en fait, ça s'étend à la fois sur la Chine et la Mongolie, et on a à peu près 1,5 million d'hectares de zones humides là qui s'étendent sur ce secteur-là, au nord de la Chine. Alors en Océanie, il n'y a pas beaucoup de zones humides, mais il y a quand même un marais qui s'appelle. Attendez, je vais essayer de trouver le nom. Hop. Qui s'appelle Afura, voilà. Afura, et Afura, c'est au nord, vraiment au centre de l'Australie, mais tout au nord. C'est une zone humide qui fait à peu près 100 000 hectares. Donc, pas très grand à l'échelle du continent, mais bon, voilà, c'est quand même assez grand. C'est à peu près la même taille que la plus grande zone humide de France, qui est, bien évidemment, la Camargue. Voilà. Alors, on a fait le tour de quelques zones humides principales dans le monde, importantes. Mais en fait, on peut se demander scientifiquement qu'est-ce que c'est qu'une zone humide. En fait, on va se rendre compte que la réponse à cette question est pas simple et qu'il y a plusieurs définitions qui ont été données et qu'on utilise aussi au niveau du droit. Alors, je vais vous en afficher deux qui se ressemblent mais qui sont un petit peu différentes. Et en fait, en fonction de la définition, eh ben, on peut changer aussi la superficie qu'elle concerne, etc. Donc, c'est des choses qui ont des enjeux au niveau du droit. Donc, c'est juste pour votre intérêt. Euh, voilà deux définitions qu'on peut trouver en français. Une qui est donnée par le Code de l'environnement et l'autre par la Convention de Ramsar, dont on parlera un petit peu plus tard. Alors voilà la première définition. Donc les zones humides sont des terrains exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre, de façon permanente ou temporaire, ou dans la végétation, quand elle existe, et est dominée par des plantes hygrophiles, ça veut dire qui aiment l'eau, pendant au moins une partie de l'année. Vous voyez la définition de la Convention de Ramsar, qui y ressemble, mais en différent. Étendue de marais, de fagnes, de tourbières ou d'eau naturelle ou artificielle permanente ou temporaire, où l'eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues d'eau marine dont la profondeur à marée basse n'excède pas 6 mètres. On voit déjà que la Convention de Ramsar est un petit peu plus large puisqu'elle inclut aussi plus spécifiquement, enfin plus clairement des parties marines. En fait, de façon plus générale, on peut parler en français de milieu humide, ce qui permet de mettre un peu tout le monde d'accord. Et un milieu humide, on va dire que c'est
un espace naturel ou artificiel qui est caractérisé par la présence de l'eau, qui peut être ou avoir été en eau, inondé ou gorgé d'eau de façon permanente ou temporaire, et où l'eau peut être stagnante ou courante, douce, salée ou saumâtre. Donc, vous voyez que c'est très large. En fait, les zones humides, hein, la base de la définition, c'est l'eau, H2O. Et c'est en fait la présence d'eau qui va déterminer les caractéristiques du sol, des plantes et de l'écosystème tout entier. Alors, concrètement sur le terrain, pour reconnaître une zone humide, on va regarder par exemple le sol, voir si il a des caractéristiques qui prouvent qu'il est euh, temporairement ou en permanence en contact de l'eau. On va regarder les plantes s'il y en a, pour voir si elles sont adaptées à la présence de l'eau. On va regarder aussi les associations de plantes pour voir si elles représentent des communautés, des habitats caractéristiques de la présence de l'eau. Donc on voit il est difficile de définir ce qu'est une zone humide. Ce sont par définition en fait des milieux qui sont variables. Dans les milieux humides, l'eau, c'est donc, on l'a vu, le facteur déterminant principal pour le fonctionnement de la zone, mais aussi pour la vie animale et végétale. Donc la submersion des terres et la salinité de l'eau, et ça peut y subir des fluctuations qui peuvent être journalières, saisonnières ou annuelles. Et ces variations, elles dépendent à la fois des conditions climatiques, de où se trouve la zone, de la topographie, si c'est plat ou si c'est dans une vallée par exemple. Et du coup, ça fait que l'abondance des animaux et des plantes qu'on y trouve peut varier très grandement dans un même milieu selon la période de l'année. Donc en fait, les fluctuations du milieu en termes de niveau d'eau et d'humidité sont à l'origine de la formation de sols particuliers et d'une végétation et d'une faune qui sont spécifiques, ce qui conduit à la présence de milieux naturels et de paysages très spécifiques qu'on appelle les roselières, les forêts ripisylves, les tourbières, mais aussi les étangs, les rivières, etc. Voilà en gros ce qu'est une zone humide. Et les zones humides renferment une biodiversité qui est unique et qui est liée à cette présence très forte, même si elle est temporaire parfois, de l'eau. Alors, il y a plein de chiffres sur la superficie que couvrent les zones humides, puisqu'en fait, ça dépend de la définition. Mais on trouve notamment sur Internet et dans la littérature des fois le chiffre de 6% des terres émergées couvertes par les zones humides. Ce qui est sûr, c'est que 40% des espèces dans le monde dépendent des zones humides. Et un chiffre plus précis, plus spécifique sur la France, c'est que 50% des oiseaux qui sont présents en France dépendent des zones humides. Donc elles sont vraiment cruciales pour la biodiversité. Alors, ce qui va conditionner les espèces qu'on va trouver dans un milieu, une zone humide, ça va être la présence permanente ou pas de l'eau, le niveau de salinité, on ne trouvera pas les mêmes espèces dans un milieu avec de l'eau douce ou avec de l'eau salée. On ne trouvera pas non plus les mêmes espèces en fonction de la richesse en nutriments de l'eau. Donc, on va différencier des eaux très riches en nutriments, qu'on va appeler des eaux eutrophes, et des eaux beaucoup plus pauvres, qu'on appelle des oligotrophes. Euh, et ça va être aussi, c'est lié, hein, mais la présence ou non de courants peut aussi complètement changer les espèces présentes dans les milieux humides. Ce qui fait que du coup, ces zones humides englobent une diversité énorme de faune et de flore. Alors ça, c'est les quelques exemples d'espèces qui sont présentes au sein d'une petite zone humide qu'on connaît bien à Rocha, c'est le marais de Lilon, dans la vallée des Baux. Donc on peut voir qu'on peut y trouver des libellules, des oiseaux, des fleurs, des grenouilles, mais aussi des chauves-souris, des mammifères, des reptiles comme les tortues cistudes. Voilà, énormément d'espèces qui vivent autour et de façon permanente ou temporaire dans cette zone humide.
Alors, la biodiversité des zones humides, elle est essentielle parce qu'elle assure des ressources qui sont vitales pour les populations à travers le monde, que ce soit des ressources en poissons. On a vu la taille de certaines zones humides dans le monde. On peut dire que les populations qui vivent autour de ces zones humides, elles peuvent être complètement dépendantes au niveau alimentaire, notamment pour les poissons, par exemple, de ces zones humides. Et ça peut être aussi des zones où on fait pousser le riz, notamment, par exemple, qu'on connaît bien chez nous en Camargue, permet aussi de nourrir une grande part de la population mondiale. Et puis aussi utiliser d'autres ressources, que ce soit les roseaux, les plantes pour construire aussi des maisons. Les plantes qui sont présentes dans les zones humides, elles permettent aussi de rendre de nombreux services, que ce soit l'épuration de l'eau, le captage du carbone, la lutte contre l'érosion, etc. Ce qui fait que cette biodiversité revêt une importance économique qui est capitale, que ce soit en tant que ressource ou aussi pour les services qui sont rendus à l'homme, ce qu'on appelle des services écosystémiques. On va un petit peu plus juste après. Voilà, donc à quoi sert une zone humide? On peut se poser la question, parce que longtemps, en fait, les zones humides ont été mal vues, parce qu'elles étaient associées aux maladies, aux moustiques, aux mauvaises odeurs, etc., alors qu'elles sont en fait indispensables. Donc les services écosystémiques, ce sont les services que rendent les zones humides aux hommes. En fait, les milieux humides sont des écosystèmes riches et très diversifiés qui assurent donc de nombreux services. J'en ai déjà cité quelques-uns via les espèces présentes. Mais les zones humides sont des espaces déjà où l'eau est stockée, donc elles servent de rétention des eaux, d'espace de rétention des eaux, et ça permet notamment d'aider à préserver la ressource, notamment en période de sécheresse, comme espace de stockage, où on peut aussi la récupérer. Ça sert à réguler les débits des crues. Malheureusement, on a des exemples dramatiques euh, tout récents en Espagne de ce qui se passe quand les rivières sont trop canalisées et qu'il n'y a plus de zones humides pour que les rivières puissent s'étendre et assurer, et que l'eau puisse s'étendre dans les zones humides. Si on a tout canalisé et tout bétonné, l'eau, elle sort dans les villes, dans les maisons et détruit tout. Alors, on a aussi un rôle d'alimentation des nappes phréatiques. En fait, il y a souvent des liens entre les zones humides et les nappes phréatiques qui peuvent être beaucoup plus étendues. Donc, des échanges d'eau de l'un à l'autre, ça peut être dans un sens comme dans l'autre, hein. Ça va aussi servir de régulation, d'épuration de l'eau. En fait, les plantes présentes, elles servent de filtre, notamment, elles peuvent euh, particulièrement capter l'azote et le phosphore. Ça va notamment aider à diminuer les coûts des traitements des eaux dans les stations d'épuration. Ça sert aussi à limiter l'érosion des sols avec les plantes qui sont présentes, euh, avec aussi la protection que peut proposer la végétation, notamment quand il y a des tsunamis ou des fortes variations de niveau d'eau, des crues, etc. Et un rôle qui est peut-être pas très bien connu, c'est que les zones humides sont d'énormes espaces de stockage, de captage et de stockage du carbone. Et c'est encore plus important que les forêts. Donc, ça a un rôle très important donc, de lutte pour le changement climatique. Après, on verra que le problème, c'est que les zones humides étant en diminution, en fait, quand on détruit les zones humides, le carbone qui est stocké, il est relâché dans l'atmosphère. Donc, le fait de détruire des zones humides contribue à accélérer les émissions de carbone. Alors que si on restaure des zones humides, on peut lutter contre euh, l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère. Et ça a aussi un rôle de régulation du climat. En fait, la présence d'eau avec l'évaporation, etc., joue un rôle dans la régulation du climat, enfin, la végétation présente également, qui peut être très important à l'échelle locale, et voire plus large selon la taille des zones humides. Et puis, on l'a vu, ça sert aussi, bien sûr, de réservoir de ressources naturelles pour notamment l'homme, mais aussi pour toute la biodiversité.
Et enfin, ce sont des réservoirs de biodiversité exceptionnels, comme on vient d'en parler. Alors, j'en ai commencé à l'aborder, mais les zones humides sont menacées à l'échelle mondiale, et ce depuis en fait assez longtemps. Donc, on a 87% des zones humides de l'échelle mondiale qui ont disparu entre le 18e et le 20e siècle. Donc c'est énorme. Euh, et la disparition des zones humides est à peu près 3 fois plus rapide que celle des forêts, en tout cas à cette échelle de temps. Euh, enfin, en fait, les zones humides, subissent des pressions qui sont énormes, dont on va parler juste après. Notamment l'artificialisation croissante des sols liée à l'extension des villes, à l'augmentation de la population humaine, mais aussi aux pratiques d'intensification agricole. Il faut savoir que notamment il y a des mers intérieures qui ont été presque asséchées du fait de le développement de l'irrigation. La mer d'Aral, par exemple, en, en Russie, à la frontière avec le Kazakhstan, a été quasiment asséchée pour cela. Elles sont aussi menacées par l'introduction d'espèces exotiques envahissantes qui peuvent contribuer à les assécher ou en tout cas changer complètement leur fonctionnement et bien sûr menacer aussi la biodiversité qui est présente. Elles sont menacées aussi par la pollution qui peut dégrader non seulement la qualité de l'eau, mais du coup menacer aussi les espèces. Elles sont menacées par tous les aménagements qu'on peut mettre en place pour les cours d'eau en empêchant notamment les fleuves de déborder et d'alimenter ces zones humides. Et puis elles sont menacées, donc c'est lié à l'intensification agricole, mais par tout ce qui est prélèvement excessif, mais ça peut être aussi parfois pour d'autres usages. Donc, voilà les principales menaces. Alors face à toutes les menaces auxquelles font face les zones humides, en fait, il est essentiel de les connaître et de mettre en place des mesures de protection efficaces. Pour cela, il y a des inventaires qui existent à différentes échelles à travers le monde qui ont été développés. Et il y a différents organismes et initiatives qui ont été créés afin de les protéger et de mieux les connaître. Alors, je vais en présenter rapidement deux. Déjà, je vais parler rapidement de la Convention de Ramsar sur les zones humides, qui a été signée en 1971 en Iran. Cette convention, elle a pour mission la conservation et l'utilisation rationnelle des zones humides pour des actions locales, régionales et nationales, et par la coopération internationale, en tant que contribution à la réalisation du développement durable dans le monde entier. Je vous lis sa mission telle qu'elle est rédigée dans ses statuts. Et en fait, donc, ce sont des pays qui la signent, cette convention, et les pays qui la signent s'engagent à œuvrer pour l'utilisation rationnelle de toutes leurs zones humides. Ils s'engagent à inscrire des zones humides sur la liste des zones humides d'importance internationale, ce qu'on appelle la liste de Ramsar, et assurer leur bonne gestion. Et ils s'engagent aussi à coopérer au plan international dans les zones humides transfrontalières, les systèmes de zones humides partagées et pour les espaces partagés. Donc, c'est une convention qui a été signée à ce jour par 172 pays. Et actuellement, il y a plus de 2400 sites Ramsar qui ont été classés ainsi, donc des engagements pris à travers le monde pour protéger 2400 zones humides de grande taille. Et ça couvre plus de 2,5 millions de kilomètres carrés, donc 250 millions d'hectares. Donc c'est une superficie qui est supérieure à celle du Mexique, pour donner un ordre de grandeur. Bon, et à l'échelle de la France, il y a 55 sites qui ont été classés, dont une partie en Outre-mer. La plus grande zone humide, c'est dans les terres australes françaises. Voilà. Donc vous pouvez voir là, une carte des zones humides, des sites Ramsar classés sur la métropole et en bas en tout petit dans les Outre-mer. Alors, je voulais aussi vous parler d'un organisme qu'on connaît bien à Rocha qui s'appelle la Tour du Valat. C'est un organisme qui est basé en Camargue, qui a été créé en 1954 par un Suisse, un milliardaire suisse qui s'appelle Luc Hoffmann. Donc, c'est un organisme qui développe depuis plusieurs décennies des programmes de recherche, de gestion intégrée pour la conservation des zones humides méditerranéennes, avec donc le souci de mieux comprendre les zones humides pour mieux les gérer.
Donc, c'est un institut privé de recherche avec la forme juridique d'une fondation à but non lucratif qui est reconnue d'utilité publique. Donc, elle a des locaux, donc un laboratoire avec une équipe d'à peu près 80 personnes, dont une quarantaine de spécialistes, des chercheurs, des ingénieurs, des techniciens. Donc, ils développent des programmes de recherche sur le fonctionnement des zones humides et qui testent des modes de gestion adaptés aux enjeux et particularités des zones humides méditerranéennes. Donc, ils sont vraiment spécialistes de la connaissance, de la gestion et de la conservation des zones humides sur le bassin méditerranéen, donc pas uniquement la France, hein. Ils travaillent vraiment sur tout le bassin méditerranéen. Ils ont notamment travaillé avec Arocha au Liban, dans une zone humide qui est située donc pas très loin de la Syrie, il me semble, et qui est actuellement d'ailleurs au cœur un peu des bombardements que subit le Liban de la part d'Israël. Euh, donc ça, c'était une aparté, mais pour revenir à Tour du Vala, donc elle est basée en Camargue avec un domaine de presque 2700 hectares, dont 1900 hectares sont classés en réserve naturelle. Et aussi, qui est intéressant pour ceux que ça intéresse, c'est qu'il y a un centre de ressources documentaires unique en Méditerranée sur l'écologie des zones humides. Donc, vraiment une bibliothèque magnifique. C'est un super lieu pour se documenter, mais aussi pour se couper du monde et travailler au calme. Si jamais vous avez la chance et l'occasion d'y passer, la bibliothèque vaut le détour. C'est un organisme que je connais bien parce que en fait ils m'ont hébergé. On a eu une convention pendant que j'ai fait mon doctorat où je suis resté basé en partie à Rocha, en partie à la Tour du Vala et en partie au CNRS à Montpellier. Donc on a collaboré à cette époque et par le passé aussi sur plusieurs projets. Et je pense qu'on aura encore l'occasion à l'avenir de collaborer sur divers projets. Alors, pour revenir un peu sur les zones humides en France, on est assez bien loti en zones humides. Donc, il y a eu en fait un travail qui a été fait de caractérisation de toutes les zones humides existantes et potentielles en France. Et ça donne cette carte-là, euh, où on voit en fait il y a à peu près 30% de la métropole qui est couverte de potentielles zones humides. Alors potentiel, ça veut dire que les conditions de milieu sont favorables à la présence de zones humides, mais ces zones humides ont pu être drainées, asséchées, urbanisées. Donc ça ne veut pas dire que ce sont les zones humides vraiment fonctionnelles, mais voilà, tout le bleu, là, vous pouvez voir où sont les zones humides potentielles en France. Ouais, ce gros triangle bleu en bas de la carte qui correspond à la Camargue. Alors en France, les zones humides sont menacées. Mais en fait, c'est un processus qui est très ancien, hein. Les assèchements des zones humides ont commencé d'être vraiment organisés au Moyen Âge, à partir du XIIe siècle. Mais il y avait bien sûr des aménagements par les Romains avant, mais c'était à une époque aussi où il y avait qui était un peu plus sèche et les zones humides étaient moins étendues. Mais au Moyen Âge, et à partir du XIIe siècle, notamment avec les moines, il y a eu énormément de développement de drainage, d'assèchement des zones humides avec le développement aussi de la pisciculture et des étangs, par exemple dans le territoire des Dombes, de la Sologne. Il y a eu des superficies énormes qui ont été asséchées au fil des siècles, jusqu'au 19e siècle, notamment dans les Landes, qui étaient avant un grand marécage, qui a été complètement planté de pins pour être asséché. Donc la Sologne, j'en ai parlé, qui est un site humide d'une grande superficie également, le plus grand site Natura 2000 d'Europe, hein, 300 000 hectares. Euh, donc tous ces sites ont été drainés en fait pour la salubrité, puisqu'on pensait à l'époque que le paludisme était lié aux eaux stagnantes. Et en fait, ça a été découvert seulement vers la deuxième moitié du 19e siècle que le paludisme était issu de la piqûre des moustiques et pas de l'eau qui stagnait. Mais malgré tout ça, l'assèchement des zones humides a continué en France. Dans l'histoire récente, on estime que la moitié des zones humides de France a disparu entre les années 60 et les années 90 du XXe siècle, donc 1960 et 1990. Et donc, revenant à la carte qu'on a vue juste avant,
en 2023, on estime que sur les 30% de zones humides, il y en a 7%, donc 7% du territoire. Donc ça fait un gros pourcentage des 30%. Enfin, j'ai pas fait les maths là, mais de tête, mais en gros, sur les 30%, il y en a 7 qui sont urbanisés. Donc ça veut dire déjà qu'il y a plus que 23% de tout ce bleu qui est potentiellement encore en zone humide. Voilà, et ça continue. Donc là, l'image que vous voyez sur cette photo, ça c'est une destruction de zones humides dans le Tarn et Garonne en 2024. C'est un article de France Nature Environnement. Voilà. Et savoir aussi que en 2023, on estime qu'environ 3,2 millions d'hectares de zones humides en France ont fait l'objet de drainage agricole, pour vous donner un ordre d'idée de l'action forte qu'on a pour continuer à les drainer et à les assécher. Alors à Arocha, on aime bien les zones humides, notamment en France. Alors, on a déjà parlé avec Jean-Pierre des Marais des Baux. Alors, pour ceux qui connaissent pas bien, qui sont nouveaux à Arocha, donc les Marais des Baux, c'est le site historique d'implantation d'Arocha en France depuis la fin des années 90. Donc, c'est un site qui est situé, une zone humide située au sud du massif des Alpilles, entre en gros la Camargue et les Alpilles. Ce sont en fait des marais qui s'étendent sur un peu plus de 2000 hectares dans une dépression géologique qui est en dessous du niveau de la mer. Donc naturellement, en fait, les eaux qui arrivent sur ce secteur ne peuvent pas s'écouler. Elles sont piégées et sans intervention humaine, c'est un marais qui, a- qui est présent complètement naturellement puisqu'il est situé vraiment sur le bassin versant du massif des Alpes. Et il est en plus alimenté par la nappe phréatique de la plaine de Crau, qui se situe au sud et qui est en altitude plus élevée. Ce qui fait que les nappes phréatiques se rejettent aussi dans ces marais. Ça fait plusieurs sources d'alimentation en eau possibles. Donc historiquement, on avait plus de 2000 hectares de zones humides et qui étaient situées dans un secteur à fort histoire, avec la présence romaine très longue, avec donc des aménagements, avec les premières usines, en tout cas en France, qui avaient été développées sur ce secteur pour produire la farine à l'échelle industrielle. Donc il y a une meunerie notamment à visiter qui est assez remarquable, reconstituée dans le musée antique d'Arles, ceux qui ont l'opportunité de passer dans le secteur. Euh, mais en fait, les vrais efforts d'assèchement, ils ont été entrepris pour l'agriculture, pour le développement de l'agriculture et pour les raisons de salubrité aussi, à partir du XVIIe siècle. C'est des ingénieurs hollandais qui avaient déjà excellé à assécher leur pays avec la poldérisation. Ils sont venus, en particulier un qui s'appelle Van Hens, pour tenter d'assécher ce territoire en construisant des canaux. Alors, bon, la difficulté étant que comme le territoire est en dessous du niveau de la mer, donc, l'assèchement gravitaire ne fonctionne pas vraiment. Donc, c'était des assèchements, des aménagements qui n'avaient pas complètement fonctionné et ça avait été abandonné pendant un temps. Mais après, ça a été redéveloppé à partir du 19e siècle pour assécher au moins toutes les parties qui étaient un petit peu plus haut que le cœur de la dépression de façon gravitaire. Et à partir du XXe siècle, il y a eu des motopompes qui ont été installées, donc d'abord à fioul et après à l'électricité, qui ont permis d'assécher vraiment 90% du marais. Donc à partir des années 70, en fait, il y avait plus que moins de 10% des marais qui étaient encore en eau. Le reste étant en fait cultivé surtout pour le maïs. Donc agriculture intensive. Et c'est bien sûr, bah, comme c'est une dépression géologique, est assez attirée par ce territoire. Et en 2003, il y a eu des très grosses inondations sur la région d'Arles. Et en fait, le Rhône a débordé, les digues du Rhône ont cédé. Et en fait, le Rhône est venu s'étendre jusque dans les marais des Baux. Et les gens ont redécouvert qu'en fait, les marais des Baux, c'était lié en fait la vallée du Rhône
Et c'était en fait un champ d'expansion des crues du Rhône naturel. Et pendant plus de 6 mois, les marais des Baux ont été recouverts par l'eau. Et il a fallu des gros efforts pour réussir à en sortir l'eau à nouveau. Donc ça a rappelé à tout le monde que ce territoire était une zone humide, même si elle a été asséchée, et qu'il suffisait d'arrêter de pomper pour faire revenir l'eau. Euh, donc suite à ça, à cela, bah, il y a eu des décisions qui ont été prises, notamment de supprimer une décharge qui avait été mise en place au cœur des marais, puisque bon, c'est un petit peu insensé de mettre des déchets en plein milieu d'une zone humide, puisqu'ils peuvent forcément se répandre dès que l'eau revient. Et puis, il y a eu des dynamiques progressives et qui sont toujours en cours de petit à petit refaire revenir les marais dans le territoire. Et donc, c'est un peu notre vision pour ce territoire. Et malgré, donc, depuis notre présence, notre arrivée dans les années 90, on a pu et documenter, et on continue à le faire, une biodiversité qui est assez exceptionnelle malgré tous les efforts de l'homme pour assécher la zone humide. L'eau est toujours présente et pas loin et attire une biodiversité qui est vraiment remarquable. Alors, nos actions, nous, sur ce territoire, c'est notamment de connaître cette biodiversité par des inventaires de faune et de flore, par des études sur des espèces précises comme la cistude, donc cette tortue là que vous voyez en photo sur la droite, par de la cartographie d'habitat, le suivi dans le temps, par aussi la cartographie des réseaux écologiques, notamment un réseau qu'on appelle la trame turquoise. En fait, c'est les interfaces justement entre l'eau et les milieux secs, euh, pour voir où il y a des espèces en fait qui sont complètement inféodées à cette zone de transition. Et c'est important de voir dans quelle mesure ces milieux sont continus ou pas pour savoir si ces espèces ont la possibilité ou pas de se déplacer, et ce qui est essentiel pour la survie de certaines d'entre elles. On fait aussi des suivis de la biodiversité dans l'objectif, en fait, ce qu'on appelle la veille écologique, c'est-à-dire de voir comment évolue la nature et voir si les espèces si les espèces disparaissent ou au contraire si elles reviennent. Donc, on fait des comptages mensuels des oiseaux d'eau sur les différentes zones humides relictuelles, on fait du suivi des oiseaux, qu'ils soient en période de nidification ou pendant la migration, notamment. Pour ceux qui connaissent, on fait un suivi d'un dortoir d'hirondelles qui se rassemble dans l'un des principaux marais, le marais de Lilon, où il peut y avoir jusqu'à un demi-million d'hirondelles qui se rassemblent certains soirs à l'automne pour passer la nuit. Donc, c'est un des plus gros sites de halte migratoire des hirondelles en Europe. On fait des suivis des insectes qui sont caractéristiques des zones humides comme les odonates ou les libellules, les amphibiens aussi, de certains papillons liés aux zones humides comme la diane, et on suit aussi les niveaux d'eau. On fait aussi des actions plus concrètes de protection, déjà par la création de sites protégés. Donc, on a contribué par nos données et aussi au niveau relationnel, dans les réunions publiques, de différents moyens à la création de sites Natura 2000. Donc, c'est au niveau européen des sites protégés qui protègent les milieux naturels dans toute l'Europe. Donc, il y a un site Natura 2000 qui a été créé dans les marais de la Vallée des Baux en 2002, notamment grâce aux données qu'on avait pu acquérir dès les débuts de notre implantation sur le territoire. On a contribué aussi à l'intégration des marais des Baux au parc des Alpilles qui a été créé en 2007. On a contribué à la création d'une réserve naturelle sur le marais de Lilon que vous voyez en photo, juste voilà dessous. Et on travaille aussi à des plans de gestion et des partenariats avec les différents propriétaires privés, que ce soit sur les zones humides relictuelles ou aussi sur des zones agricoles, pour essayer de justement les renaturer et faire revenir les marais sur ces territoires. Alors, on travaille pas que dans les zones humides au Marais des Baux, on travaille aussi aux Courmettes, puisque les Courmettes sont bien une montagne, mais ont quand même des zones humides, notamment des mares, qui sont en fait exceptionnelles parce que
Les mares naturelles dans les Alpes-Maritimes, c'est un écosystème extrêmement rare parce qu'elles ont presque toutes été asséchées. Donc c'est une vraie richesse d'avoir ces mares naturelles et elles sont vraiment très intéressantes. Donc on fait des inventaires faune et flore et des suivis sur le long terme qu'on a mis en place depuis quelques années, que ce soit de la biodiversité ou des niveaux d'eau. Alors, dans les actions à venir sur ces zones humides, je citerai donc deux actions qui concernent du coup les marais des Baux à nouveau. L'année prochaine, on a prévu de faire une étude assez novatrice sur une des populations de libellules rares et menacées qui sont présentes. C'est cette libellule jaune et noire qu'on appelle le gomphe de Gralin. C'est la seule population de toute la région Provence, Côte d'Azur, qui est présente en fait dans les marais des Baux. Et on a prévu des actions un peu novatrices pour mieux connaître cette population et comprendre ses besoins et ses spécificités pour essayer de la protéger. Et on a aussi un projet de restauration de tourbières, parce que aussi étonnant que cela puisse paraître, il y a des tourbières dans les marais des Baux. En fait, il y a des zones de tourbes qui sont accumulées dans des milieux très particuliers qui s'appellent des marais à marisques. Pour les connaisseurs, le maris, c'est un type de roseau qui est lié aux résurgences de nappes. Donc, ce qu'on a, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, des résurgences qui viennent de la nappe phréatique de Crau, qui créent des milieux naturels qu'on appelle les marais à marisques. Et en mourant, ces roseaux créent des couches de végétation qui, avec le temps, créent de la tourbe. Et ça crée du coup des grandes tourbières dont certaines ont été du coup drainées et cultivées. Et on a un propriétaire qui a 100 hectares d'anciennes tourbières qu'il voudrait restaurer et faire revenir les habitats naturels sur le site. Donc avec le parc des Alpilles et différents partenaires, on a un projet là qui va démarrer pour réhabiliter et restaurer ce milieu. Donc un sujet très encourageant. Pour ceux qui connaissent, c'est le domaine de Joyeuse Garde. Voilà. Alors pour terminer, je voulais juste partager quelques idées sur qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau pour protéger les zones humides. Je listais juste quelques idées, quelques points et on pourra discuter juste après. Alors déjà, je vous invite à être vigilant sur ce qui se passe autour de chez vous et à soutenir dans la mesure du possible les initiatives de protection des zones humides qui peuvent avoir lieu parce que, comme je l'ai dit, on continue à détruire les zones humides en France, que ce soit pour des grands projets d'aménagement, mais des fois pour des petites choses, des besoins agricoles ou des extensions de zones commerciales. Et toutes les zones humides ne sont pas connues ni classées, donc c'est important d'être vigilant et de ne pas hésiter à se mobiliser pour les protéger parce qu'elles sont rares et précieuses. Bien sûr, je vous invite à vérifier aussi dans les PLU de vos communes qu'il n'y a pas de zone constructive dans les zones humides. Non seulement c'est dangereux, on l'a encore vu récemment, mais c'est très mauvais pour la biodiversité. Et bien sûr, éviter aussi d'acheter des maisons construites dans ces zones-là. Si vous avez des mares dans votre jardin, évitez aussi de les assécher, et même si elles peuvent être la source de production de moustiques ou de nuisances, il y a des solutions pour que ces nuisances diminuent, voire disparaissent. Donc, gardez ce que vous avez chez vous. Et puis, à votre niveau, c'est important de réfléchir à comment économiser l'eau, à diminuer ses déchets, ce qu'on jette dans les toilettes, éviter les produits très toxiques, éviter de les jeter dans nos canalisations, dans nos toilettes, que ce soit l'eau de Javel ou d'autres produits, des stops, ce genre de choses qu'il faut vraiment éviter puisque ça a des conséquences dévastatrices sur les milieux humides. Euh, et puis, je vous invite aussi à sortir de chez vous et à aller découvrir les zones humides autour de chez vous, non seulement pour profiter de leur beauté, de la nature, des oiseaux qui sont présents, mais aussi découvrir peut-être les hôtes un peu plus petits et méconnus, les libellules,
les autres, les plantes et même peut-être les escargots, qui sait. Et puis, vous pouvez bien sûr soutenir nos actions et prier pour la sauvegarde de toute cette nature, cette création extraordinaire.